et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Jean-Marc Nourel, DG de Checkout en France. Checkout, c'est un PSP, c'est-à-dire un prestataire de services de paiement originaire du UK. La solution permet aux e-commerçants d'intégrer un large choix de modes de paiement pour leurs consommateurs. Alors, bonjour Jean-Marc, ravi de te recevoir dans ce podcast. Avant que tu nous expliques en quoi finalement la crise actuelle a pu mettre sous tension les paiements en ligne, peux-tu nous décrire un peu mieux que moi la proposition de valeur de Checkout ? Bonjour Cyril, écoute, oui bien entendu, merci déjà pour l'invitation. Alors comme tu l'as bien expliqué, Checkout est en effet donc un prestataire de services de paiement. Notre siège social est en effet à Londres. On a un petit peu plus de 10 bureaux à travers le monde aujourd'hui pour environ 600 personnes dans la société à l'heure où on se parle. Et en effet, notre positionnement aujourd'hui sur le marché est un positionnement dans lequel en fait on regroupe différentes briques du paiement qui donne justement, qui nous permet de proposer en fait une valeur ajoutée. Et ces différentes briques sont à la fois la passerelle de paiement, le fait d'être également nous-mêmes processeurs des transactions, acquéreurs, et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est bien entendu aussi de pouvoir proposer une partie risque et donc permettre à nos marchands clients de gérer tout ce qui est prévention de la fraude notamment. Donc c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire que vous êtes complètement intégré, hein, vous maîtrisez la chaîne de valeur du paiement sur l'ensemble des problématiques. C'est ça, exactement. On a vraiment pour habitude de dire qu'on offre une solution de paiement unifiée. Et en fait, sous ce terme unifié, il y a en effet le regroupement de ces différentes briques, mais également, comme tu l'as dit dans ton introduction, la possibilité d'offrir en fait différentes méthodes de paiement locales, en l'occurrence en fonction des pays ou des différentes régions du monde. Ouais, revenons là-dessus 2 secondes parce que c'est vrai. Alors moi, je connais un peu le sujet parce que j'ai un background un peu e-commerce cross-border, donc les sujets des moyens de paiement à intégrer dans les différents pays, c'est important. Quand on est français et qu'on va en Allemagne, il y a beaucoup de Français qui vont en Allemagne, il y a des solutions typiques, par exemple en Allemagne, comme Klarna. Donc vous savez intégrer tout ça, c'est ça, hein ? C'est ça, exactement. Et c'est vrai que du coup, en tant qu'Européen, on prend souvent l'Allemagne en exemple parce que justement, c'est des habitudes qui sont différentes de ce qu'on peut connaître en France, où la carte bancaire est vraiment la méthode de paiement la plus utilisée. Oui, parce que Klarna, il faut préciser juste que c'est en fait un paiement sur facture fin de mois. Voilà, c'est ça. Et donc l'Allemagne est un très bon exemple pour ça. On a aussi du coup chez Checkout d'autres exemples, notamment avec la région Moyen-Orient par exemple, où de la même manière il y a des méthodes de paiement locales qui sur certains pays où en fait on est même les seuls sur le marché à pouvoir le proposer. Et c'est vrai que voilà, selon les différentes régions du monde, on est vraiment dans la capacité d'accompagner nos marchands de cette façon. Donc dans le e-commerce, le paiement c'est clé, tout le monde le comprend, tout le monde le sait bien, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas rigoler puisque c'est le nerf de la guerre. Donc un prestataire de paiement finalement, Jean-Marc, se trouve mécaniquement entre l'acheteur et le vendeur. C'est une place privilégiée pour observer, pour comprendre les tendances, les évolutions. Justement, du côté des consommateurs, qu'est-ce qui a changé depuis mi-mars ?
C'est vrai que si on prend un peu ce qui s'est passé du coup depuis le début de cette crise sanitaire, si on prend vraiment d'un point de vue assez large et au niveau comme tu dis, de ce qui a changé chez les consommateurs, en fait, on se rend surtout compte, en tout cas pour tout ce qui est commerce en ligne, mais ça peut être bien entendu étendu en fait enfin autre que commerce en ligne, mais on s'aperçoit surtout que les personnes ont délaissé certaines catégories de produits ou de services pour se concentrer sur d'autres. C'est vraiment les tendances que l'on voit et des différentes discussions qu'on a pu avoir avec certains marchands, qu'ils soient clients ou non. On s'est bien entendu rendu compte que il y avait eu certains secteurs qui vraiment avaient explosé parce que les consommateurs justement soit prenaient un peu plus de temps pour faire certaines choses, soit avaient tout bonnement besoin de s'équiper en fait sur certains produits pour pouvoir vivre en fait justement le confinement, en tout cas en France. Donc là, vous avez observé finalement les habitudes de consommation évoluer dans le temps par rapport à des besoins plus spécifiques liés à la période de confinement. Ton propos rejoint finalement les témoignages qu'on a pu recueillir à droite à gauche auprès de retailers, de e-commerçants qui vont vraiment dans cette même direction. On a aussi entendu dire que finalement, il y a là, et je parle peut-être plutôt de rééquilibrage ou de remontée en puissance depuis quelques semaines avant la fin du confinement et maintenant, à la fois en volume et puis aussi en changement de mode, en changement d'achat, de typologie d'achat. Vous observez ça également? Oui, ouais, tout à fait. En effet, c'est vraiment ce qui est ressorti en fait des discussions qu'on a eu dans le secteur, et sans citer de nom, hein, mais c'est vrai que je pense que le premier cas est là à l'heure où on se parle aujourd'hui, début mai, sans enfoncer une porte ouverte, mais bien entendu, il y a tout le travail qui est descendu, mais en fait, on voit bien que sur certaines autres catégories, et notamment sur tout ce qui est équipement informatique, sur ce qui est équipement sportif, sur tout ce qui est maquillage aussi, en fait, comme je disais, selon ce qu'aiment faire les personnes sur le temps libre qu'elles ont pu récupérer généralement sur les transports, je pense, mais aussi sur les produits dont ils avaient vraiment besoin, donc que ce soit des ordinateurs, des imprimantes ou autres. On a vraiment vu et eu un feedback en fait des marchands sur le fait que ces secteurs d'activité-là, ces produits-là ont du coup connu en fait une croissance soit légère, soit significative selon la catégorie. Revenons 2 secondes au paiement. Les habitudes de paiement des Français sont majoritairement celles de la carte bancaire. Et je ne pense pas que c'est fondamentalement changé ces dernières semaines, ces derniers mois. En revanche, est-ce que vous avez observé que les paiements, il y a eu un glissement entre les devices? Est-ce qu'on est passé encore plus au mobile que l'on était avant? Ou alors, du fait du confinement, finalement, on est resté sur les desktops? Est-ce que vous avez observé quelque chose par rapport à ça? Ouais, de manière générale, en fait, c'est justement des choses qu'on veut regarder. Donc là aujourd'hui, j'aurais pas forcément de données précises en fait à partager avec toi, mais en effet, c'est justement quelque chose qu'on veut analyser de façon générale. Et tu l'as très bien dit, et ça c'est vraiment propre à la France. Et je pense qu'en effet, il n'y avait aucune raison que ça change. La carte est quand même restée ce qu'il y a de plus, le moyen de paiement le plus utilisé. Par contre, en effet, on aimerait également voir la place des devices et notamment des wallets, typiquement, que ce soit Apple Pay, Google Pay, sur justement leur croissance. Donc c'est des choses qu'on est en train de regarder et je serais ravi de pouvoir te les partager par la suite. Avec plaisir, parce qu'effectivement, je pense que on peut en tirer de riches enseignements. Côté client, tu as commencé à en parler un peu. Finalement, client pour checkout, c'est-à-dire les commerçants, les e-commerçants. Quels sont les mouvements d'adaptation, les besoins que vous constatez, vous, depuis votre poste d'observation, qui sont en cours et qui s'inscrivent de façon un peu plus large que juste en sortie de crise, quoi?
Il y a eu différents types de besoins. Je pense qu'il faut le mettre dans deux grandes catégories et dans ces deux catégories, après, il y a bien entendu des sous-catégories, mais les deux grandes catégories de ce qu'on a pu observer, et là je vais parler pour la France hein, parce que Ouais. c'est le territoire que je gère, même si je sais que sur les autres régions du monde, c'est sensiblement la même chose qui s'est passée. Nous, on a surtout vu en fait une catégorie de marchands qui a vraiment eu besoin d'accompagnement. Que ce soit parce que justement leur activité a été du coup a augmenté, ou alors potentiellement malheureusement à l'inverse parce qu'elle a été légèrement freinée et impactée. Donc il y a eu vraiment un besoin d'accompagnement très très fort pour justement pouvoir mettre plein de choses en place. La deuxième catégorie, ce sont essentiellement des nouveaux marchands qui ont décidé en fait de se lancer aussi sur le e-commerce pour pouvoir répondre à leur manière à ce qui se passait par rapport à la crise sanitaire. Il y a toujours, on a l'habitude de dire qu'il y a toujours des opportunités hein, dans des crises. Donc là, on a bien vu ça aussi. Et là, dans ce cas-là, il a fallu être aussi très réactif pour ce type de marchand qui avait besoin vraiment d'être activé et de pouvoir se mettre en ligne très rapidement. Donc c'est vraiment les deux grandes catégories qu'on a vues. Ouais, l'accompagnement des clients existants qui ont besoin de vous pour typiquement augmenter les flux de paiement ou des choses comme ça, ou de contrôler encore mieux le risque ou la fraude. Et puis il y a les nouveaux. Et je m'arrête sur les nouveaux. En fait, je voudrais juste que tu développes un tout petit peu plus. Qui sont ces nouveaux? On entend dire, et on le comprend assez bien, que finalement les commerces de proximité, les petits commerces qui sont a priori pas de e-commerçants, se sont ouverts au e-commerce, un peu obligés par la force des choses, en mode aussi, en mode souvent drive. Est-ce que ça, vous l'avez observé vous aussi dans les nouveaux clients? Alors, on ne l'a pas forcément observé, notamment quand tu parles des petits commerçants, on ne l'a pas forcément observé parce que nous, aujourd'hui, le positionnement qu'on a sur le marché, c'est que ce n'est pas forcément la typologie de marchands que l'on adresse aujourd'hui. Par contre, en effet, quand je disais nouveaux marchands, je parle surtout en fait de sociétés ou de retailers qui sont déjà installés et qui ont décidé de lancer une nouvelle activité, un nouveau site, pour répondre en fait justement à leur manière à la crise sanitaire et qui ont eu besoin justement de cette réactivité pour pouvoir démarrer l'activité très rapidement. Donc on n'est vraiment pas pour le coup sur je dirais le restaurant du coin qui a eu besoin de faire son click and collect, mais plutôt justement sur certains marchands qui étaient déjà nos clients, hein, mais peut-être aussi d'autres qui étaient installés sur le marché, mais qui ont vraiment eu besoin de lancer une nouvelle activité à part entière en fait. Et justement, c'est retardataire en quelque sorte en matière d'offres et e-commerce et finalement d'omnicanalité, parce que c'est bien de ça dont on parle. Ils se développent. Pour eux, c'est quoi les challenges à venir, et puis plus particulièrement sur le paiement? Est-ce qu'une fois que c'est mis, comment vous les accompagnez par la suite? Je pense très honnêtement que pour eux, le plus gros challenge, ça va être surtout de voir comment perdurer justement sur leur offre, tout simplement, au-delà du paiement en fait. Parce que sur le paiement, si tu veux, l'accompagnement, la réactivité, l'accompagnement qu'on leur a donné durant cette période, il est à la hauteur de ce qu'on a fait jusqu'à présent avec tous nos autres marchands. Donc là-dessus, pour nous, on est très à l'aise de pouvoir les accompagner. Donc je pense que le vrai challenge pour ce type de marchand qui vraiment a émergé durant la crise, ça va surtout être de perdurer par rapport à l'offre globale qu'ils ont et pas forcément sur le sujet du paiement en particulier. Ouais, c'est la montée en puissance globale, quoi. Mm. Bon, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup pour cet échange. Là. Merci de nous avoir témoigné un peu de la façon avec laquelle Checkout, un PSP, a observé finalement la crise, a observé les changements et se positionne pour la suite.
Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de déconfinement. On est encore en déconfinement. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Jean-Marc Nourel de prendre la parole et de partager leur témoignage avec nous. Et si vous souhaitez me laisser un commentaire, m'envoyer un message, vous pouvez le faire directement via le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.